du colloque Varia. La première conférence plénière aujourd'hui sera présentée par Nada Joncher, une collègue de l'Université Paul Valéry. Nada, elle est ingénieure en sciences des données depuis 2021. Elle est chargée d'accompagnement numérique à la recherche de 2010. Elle a été chargée de 2017 à 2021. Elle est également docteur en sciences du langage. Parmi ses domaines de recherche, on peut citer les Serious Games et humanité numérique, la méthodologie de la recherche en usage numérique, l'ethnographie et l'analyse des interactions, l'architecture des corpus et des données, pratique numérique par et pour la recherche, pratique de ludification et de gamification des apprentissages. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager ton travail avec nous. Merci. Merci Vanessa. Bonjour. Merci à Vanessa d'avoir organisé ce colloque qui nous réunit aujourd'hui. Merci de cette présentation succincte mais élogieuse de mes états de service. Alors aujourd'hui, j'interviens surtout sous ma casquette d'ingénieur des sciences des données de l'Université Paul Valéry. Mon travail consiste en l'accompagnement des chercheurs autour des données de la recherche, puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous dans des projets qui manipulent et qui utilisent différents corpus. Et la science ouverte nous aide à structurer ce travail avec des préconisations et surtout des choses de plus en plus imposées par les financeurs. Donc, on va essayer d'aborder, de brosser tout ce paysage et on consacrera un petit temps d'échange pour parler de vos données spécifiques si vous le souhaitez à la fin de cette présentation. Alors, hum, voilà. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de savoir, pardon, qu'est-ce qu'une donnée de la recherche, comment vous la concevez. Pour vous, je vous inviterai d'avoir une réflexion personnelle sur vos recherches et savoir comment vous voyez la donnée et comment vous la définissez. Quel est le cycle de cette vie de la donnée selon les projets que vous avez, où vous en êtes justement? Quelles sont vos pratiques concernant le stockage, concernant l'archivage, la valorisation, la diffusion? Est-ce que vous êtes au fait des pratiques de plan de gestion de données, surtout si vous avez été lauréat d'un projet financé, ANR, ERC, Horizon 2020 ou autre? Et enfin, une petite partie dont je ne suis pas spécialiste, mais pour laquelle je me suis concertée avec la DPO de l'université sur les enjeux juridiques et éthiques concernant les données sur lesquelles vous travaillez. Alors, dans un premier temps, je vous propose ce petit schéma qui illustre bien les différences, les différents niveaux qu'on peut faire entre données, informations, connaissances, et je dirais même ici, un peu plus haut, savoir. En quelque sorte, la donnée, ça va être le résultat brut d'une mesure, d'une fouille textuelle, par exemple, et donc où il n'y a pas d'interprétation. Là, on est plutôt dans une démarche quasi ethnographique et de récolte. Donc, cette donnée-là va en fait évoluer. Plus le contexte va évoluer et la compréhension aussi, plus ça va se transformer en information. Donc, vous donnez déjà en tant que chercheuse et chercheur une interprétation à cette donnée. Une fois consolidée, elle va se transformer en connaissance. Et une fois diffusée et valorisée, c'est ce qui manque à ce schéma, ben, ça va être un savoir. Donc, pour rappeler, bon, ça c'est la partie pas très sympa des présentations, mais le cadre vraiment institutionnel concernant les données de la recherche. Donc, le paysage a commencé à se structurer déjà en 2013. Donc, en 2013, la loi sur l'enseignement supérieur est venue modifier un de ses articles en introduisant l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Alors, ça s'est fait beaucoup plus en médecine, en sciences dites dures, mais de moins en moins en sciences humaines et sociales. Mais nous sommes en train de rattraper ce retard et de se mettre vraiment au niveau de l'ouverture. Ça a été de nouveau complété par la loi pour une république numérique, où en quelque sorte, euh, cet article de loi a mentionné que les fichiers produits au terme des activités scientifiques de recherche pour lesquels ces données ont été produites, en fait, tous ces fichiers, c'est ce qu'on va considérer comme les données de la recherche. Désormais, on parle même de données d'administration de la recherche. Quand vous déposez un projet ANR, le dossier écrit que vous avez déposé, les recrutements que vous avez faits, les fichiers Excel qui y sont associés, toutes ces données-là, en fait,
peuvent être ouvertes et partagées pour structurer d'autres projets. Alors, pour continuer sur ce sens, les définitions sont multiples. J'imagine que vous avez déjà regardé sur Internet qu'est-ce qu'une donnée. Alors, la donnée est vraiment liée aux approches et aux contextes dans lesquels elles sont produites. Une donnée, pour quelqu'un en sciences du langage, pour quelqu'un en littérature, quelqu'un en géographie, quelqu'un en biologie, ça ne va pas avoir le même sens et pas la même définition. La plus usitée, c'est celle qui va parler d'enregistrement factuel, que ce soit des chiffres, des textes, des images, des sons. Ça peut même être complété par être de la 3D, des hologrammes, de l'animation, différentes sources. Et en fait, qui va baser la recherche scientifique. Donc, généralement, ce sont des données qui sont des fichiers qui sont reconnus par la communauté scientifique et qui vont être nécessaires pour la validation du processus de recherche. Ça va donner lieu par la suite à des publications qui vont être valorisées, mais de plus en plus à des data papers que les revues très bien classées, internationales ou autres, vont demander en annexe en fait des articles. Donc, ce qui se fait de plus en plus. Pour faire le lien avec la science ouverte, c'est vraiment l'envie, la stratégie de diffusion sans entrave entre les publications et les données de la recherche. Là où jusque-là, on faisait la publication et c'était en soi suffisant, désormais, le chercheur, il publie, mais il étaye avec les données, de manière à permettre à d'autres chercheurs de discuter ce travail, de l'amender, de le faire évoluer ou de l'interpréter différemment. Donc, avec cette politique, en quelque sorte, c'est vraiment se saisir de la mutation numérique pour développer un accès libre aux publications. C'est ce qui a été fait, par exemple, avec HAL. Euh, et donc, la préconisation générale dans le cadre de la science ouverte, c'est aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire. Souvent, les réticences qu'on a pu rencontrer, en tout cas en France, vous me direz comment ça se passe au Brésil, c'est, comment dire, euh, le chercheur ne souhaite pas diffuser ses données au risque de se faire voler sa recherche. Or, l'idée, c'est de les ouvrir, de les documenter, c'est garantir une paternité, une maternité des données. Je vous parlerai des entrepôts un petit peu plus tard. Donc, au contraire, les préconisations, c'est tout comme on cite les articles, les publications pour éviter tout plagiat, on vient citer aussi les données, les jeux de données, pour en effet que le chercheur soit reconnu, celui qui les a récoltés ou qui les a produites. Cette science ouverte, elle s'articule autour de quatre principes. Les quatre principes, on les appelle les principes du FAIR. Donc, quand vous voyez fairisation des données, etc., ça veut dire que les données doivent être trouvables, elles doivent être accessibles, elles doivent être interopérables avec des plateformes et surtout réutilisables. L'idée est que dans un enjeu aussi écologique, on n'a pas encore conscience que les données que nous récoltons et que nous stockons sur des ordinateurs, des disques durs, des serveurs, des clouds, des fois de manière dupliquée, répliquée, multiple, ça consomme de l'énergie. Ça prend de la place et tous ces serveurs sur la planète, ben, écologiquement, en fait, c'est pas très préconisé. Donc, l'idée, c'est de ne récolter des données que quand on n'a pas de données à réutiliser qui soient pertinentes pour la recherche, notamment euh, pour les nouveaux doctorants. Les nouveaux doctorants, souvent quand ils sont recrutés, dans l'idée générale, c'est que l'originalité d'une recherche vient de l'originalité d'un jeu de données. C'est surtout de l'interprétation et de la méthodologie qui en est faite. Donc, c'est d'abord consulter des corpus. Alors, en sciences du langage, par exemple, j'ai l'idée du corpus ortholangue. C'est un corpus d'orthophonie qui peut concerner la didactique, etc., où il y a des milliers d'enregistrements d'enfants qui parlent francophone, non francophone, etc. Et donc, on peut aller puiser un corpus et le réexploiter dans d'autres disciplines, en neurocognition, en didactique, en psycho. Donc, en fait, les usages sont multiples à partir d'un premier jeu de données qui est déjà, lui, stocké, qui consomme déjà de l'énergie et qui pourrait être réutilisable. Donc, finalement, une petite idée pour savoir vraiment comment concevoir le travail avec vos données sur tout un cycle de la recherche. Il y a toute une partie qui est d'abord pendant le projet. Donc, pendant le projet, c'est quand vous le planifiez.
D'ailleurs, désormais, quand vous soumettez des projets à des financeurs, ils vous demandent un plan de gestion des données en amont en fait de la récolte. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez les réutiliser? Est-ce que vous comptez les produire? Ou est-ce que vous comptez les stocker? Comment vous comptez les sécuriser? Et comment vous comptez les partager? Donc, vous avez toutes ces étapes qui vont de la création, qui vont du traitement, qui vont alors jusqu'au résultat de la recherche pour la publication, etc. Arrive ensuite, après le projet, une partie qui est la préservation des données pour des fins de réutilisation. Alors, ces fins de réutilisation, elles se font dans le cadre d'autres projets de la recherche, mais aussi dans le cadre de participation citoyenne, un partage avec la société. J'ai en tête un projet de l'Université Paul Valéry, du laboratoire de biologie évolutive, qui a fait des prélèvements dans les sols, ici, dans l'Hérault, et des analyses sur la faune, la flore, etc. C'est un partage qui se fait avec les recherches, mais qui se fait aussi avec les citoyens qui vont en randonnée, qui rencontrent des spécimens, qui peuvent les proposer ou les reconnaître à travers cette plateforme pour les préserver. Et ainsi de suite, vous voyez que la flèche reboucle et qu'en fait, je peux arriver sur des données réutilisées et de nouveau, ça peut rentrer dans une planification de projet, etc. Je ne dirais pas à l'infini, mais en tout cas, il n'y a que l'originalité de la méthodologie de la recherche qui peut arrêter ce cycle. Alors, donc un bref aperçu. Donc ces données-là, donc dans leur type, ça va être celles issues d'expérience, celles issues d'observation, de simulation ou de modélisation numérique, d'extraction à partir de sources. Si je prends par exemple des données textuelles, pour prendre l'exemple de vos textes, je fais une fouille et je fais une extraction à partir d'une base de données. Bon, je me suis assuré qu'elles sont libres, que j'ai le droit de les utiliser, que j'ai le droit de les répliquer, de les analyser. Donc ces données-là sont mes données brutes. Je suis passée par une observation d'abord de la plateforme et de ce qui pourrait m'intéresser. J'ai établi une stratégie de filtrage à partir du moteur de recherche pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors peut-être pas d'expérience puisqu'il n'y a pas de laboratoire et qu'il n'y a pas de terrain, mais que je vais peut-être appliquer un traitement avec un logiciel de textométrie, avec un logiciel d'analyse statistique par exemple. Je vais pouvoir peut-être extraire un modèle. Certains vont peut-être entraîner une intelligence artificielle selon un certain nombre de prompts pour pouvoir analyser ces textes. Toutes ces chaînes, en fait, c'est une multiplication de données qui va vous aider à créer ce qu'on appelle un dataset. Et ce dataset, ce jeu de données, vous permettra par la suite de créer des collections. Donc, il y a une certaine hiérarchie dans vos données, dans leur structuration et du coup, dans leur type. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder sur les parties vraiment écrites puisque je partage le diaporama avec Vanessa. Et donc, si à la suite vous souhaitez bien évidemment qu'on en discute, je suis totalement disposée pour des rendez-vous, pour des échanges. Donc, ces données-là, c'est celles qu'on va vous demander de décrire dans un plan de gestion de données. Donc, pour vous, c'est de savoir de quel type sont vos données, de pouvoir les documenter et en parler, qu'elles soient d'observation, expérimentale, simulation, dérivée ou compilée, de référence, voire plusieurs de ces types en même temps. Ces données-là, donc pour continuer, elles sont ou nativement numériques, elles peuvent être analogiques et avoir été scannées, ossérisées avec une extraction de texte, et on passe du coup par la numérisation d'un support analogique. Je vous montrerai par la suite un projet justement qui a été excellent à l'époque où il est sorti, qui a suivi toute cette chaîne et on verra les limites de certains projets et comment on peut se retrouver avec des problématiques qu'on n'a pas envisagées au départ. Ça, c'est le visuel. Donc ça peut être vos types de données. Une map d'une langue, par exemple, un manuscrit, un langage informatique, quelque chose avec de la TUI, ce qu'on appelle du texte encodage initiative, une base de données. Donc, ça va pouvoir être tous ces types en même temps. Donc, pour clôturer cette partie, dans le cycle de la donnée, admettons, vous n'avez pas trouvé de données à réutiliser et donc vous voulez produire vos propres données. Donc, les questions à se poser, c'est qui doit pouvoir les lire? Pendant combien de temps? Je fais des parenthèses en même temps pour illustrer. Par exemple, quand je faisais mes études d'ingénieur,
j'avais développé un outil que je trouvais très très sympathique, un serious game de l'apprentissage du français pour des arabophones. C'était très chouette à l'époque. Et donc, j'ai fait ça avec Flash. Donc, et Flash est décédé depuis. Et donc, mon logiciel, qui était très sympa pour moi, je ne peux plus l'ouvrir, je ne peux plus l'utiliser et je ne peux plus rien en faire puisque la technologie est complètement obsolète et qu'à ce moment-là, je n'ai pas pensé à une pérennité, en fait, de ce genre de projet, ni à une manière de le faire évoluer. Donc voilà, aujourd'hui, le MP3 est d'actualité, peut-être que demain, il ne le sera plus. Alors, je vais vous donner des techniques pour savoir comment pérenniser, puisqu'il y a des structures en fait qui travaillent sur ça et qui vous aident à penser les projets avec un terme de 20, 30, 40 ans, ce qui laisse quand même un peu le temps de voir venir l'évolution de vos travaux. Donc l'idée, c'est d'être dans des formats dits ouverts. Et les formats dits ouverts, ça veut dire des formats non propriétaires que si vous arrêtez de payer, vous pouvez les ouvrir quand même. Si vous n'avez pas de licence, quelqu'un peut l'ouvrir aussi. J'y reviendrai par la suite, c'est la différence entre Microsoft Office et LibreOffice. Généralement, c'est des logiciels qui ne sont pas très jolis, puisque les moyens ne sont pas mis dessus, mais qui permettent de faire le travail, qui permettent de continuer à ouvrir la donnée à n'importe quel moment. Voilà. Donc là, j'ai laissé ce petit lien qui s'appelle facile.cines.fr. Le CINES est un centre national d'archivage, de stockage. Il y a un pôle qui est ici à Montpellier. Il y en a à Paris. Et donc, il s'occupe de stocker des données de différents degrés de sécurité, des données du commissariat d'énergie atomique, des CHU, du secret défense, etc. Et qui a une partie validation logicielle. Ça veut dire que vous avez récolté des données, vous l'avez enregistré dans un format, vous le passez sur ce site et en fait, vous contrôlez sa conformité. Et ça va vous dire si c'est un format pérenne ou non. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire avec tout votre corpus, mais juste un échantillon pour le contrôler et de pouvoir passer à la suite. Alors, pardon. Donc, par exemple, dans les formats pérennes, au lieu d'enregistrer, vous voyez, quand on fait un document et qu'on fait enregistrer sous, on a différentes possibilités en fait qui s'offrent à nous. Par exemple, au lieu d'enregistrer en XLS, qui est le Excel, le tableur de Microsoft, on enregistre en CSV. Le CSV va être ouvert par Microsoft, par Open, par Libre. Donc, il sera ouvert partout. L'ODS également, le TXT également. Donc, sur cette page, vous trouverez des formats où il vaut mieux enregistrer vos données parce qu'il y a plus de garanties pour que ce soit pérenne. Également de ce côté-là, pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est image et tout ce qui est vidéo et son. Là, par exemple, des formats où on a souvent, on ne le sait pas en fait, mais on enregistre en Excel en pensant que ça va être complètement ouvert, mais en fait, c'est pas vrai. On pense que le MP3 est un format pérenne parce que nos téléphones nous permettent d'enregistrer directement en MP3, ce qui est facile. Mais l'idée, c'est en fait, c'est pas que ce soit insurmontable, c'est pas grave si on a récolté en MP3. Il suffit de convertir à un moment donné. Il y a des logiciels gratuits, des sites web où on peut passer tout au convertisseur et garder des données à long terme. Euh, L'AVI, par exemple, en vidéo, c'est pareil, on pense que c'est bien en AVI, c'est très bien jusqu'à ce que ça s'arrête. En fait, le jour où ça s'arrête, ben, on n'a plus aucune prise. Je me rappelle, j'avais eu pour mon ethnographie de terrain pour la thèse une caméra du labo qui enregistrait en format .mkv. C'est un format propriétaire lié à cette machine, à cet appareil. On ne peut pas l'ouvrir très facilement et donc il a fallu tout convertir dans un premier temps. Et c'est des informations qu'on n'avait pas en fait à l'époque. C'était sur le tas qu'on découvrait un matin. Oups, ça s'ouvre pas. Comment je fais? Alors, ça, c'était la partie production des données. Donc, rien d'original. Enfin, vous n'avez rien trouvé d'original. Donc, vous créez votre jeu de données, vous partez de là. Après, si vous vous posez la question, est-ce que je peux réutiliser quelque chose qui a déjà été fait, documenté, etc. L'idée, c'est de voir qu'il y a plusieurs sources possibles. Alors, les sources, c'est surtout savoir les droits. Est-ce que je peux ne pas payer et les utiliser? Est-ce que j'ai un droit de consultation? Est-ce que j'ai un droit d'analyse? Est-ce que j'ai un droit de diffusion? Donc, s'assurer juridiquement auprès des directions juridiques de vos établissements ou des collègues qui s'en occupent, euh, de savoir est-ce que j'ai le droit d'utiliser, de réutiliser ce genre de corpus.
Vous avez des plateformes comme Open Data, où en fait vous avez un accès qui est libre, qui est gratuit, qui est en France, en Europe, à l'étranger, dans des institutions internationales où il y a beaucoup de choses à récupérer. Vous avez des choses, mais là on est beaucoup plus orienté sociologie, même s'il y a d'autres choses, sociologie avec des statistiques, etc. C'est le réseau Quetelet. Le réseau Quetelet, souvent vos établissements ont des abonnements en fait à l'échelle de l'établissement à ce genre de choses. Des données de l'INSEE ou de l'IGN souvent sont payantes. Alors sur un projet, il faut prévoir un budget pour payer, savoir pourquoi je paye. Est-ce que je paye pour regarder? Est-ce que je paye pour diffuser? Est-ce que ça m'appartient si j'ai payé ou non? Toutes ces questions sont vraiment à développer. Et enfin, tout ce qui est institutions culturelles, musées, bibliothèques, archives. Et là, la situation est variable. Par exemple, une de nos collègues doctorantes financées travaillait avec un musée à Toulouse. Elle est désormais en fin de thèse et elle n'a pas fait tous les documents d'autorisation dès le départ du projet. Ça a été un échange plutôt oral où l'institution était OK jusqu'à ce que les strates directrices de l'établissement ben, ne souhaitent pas que ce soit diffusé et que ce ne soit pas partagé. Donc ça engage le travail de thèse. Elle se retrouve très contrainte à devoir ben, ne pas utiliser tout ce qu'elle a pu récolter dans le cadre de cette médiation muséale. Donc si vous avez des doctorantes, des doctorants aussi, les avertir sur ce genre de choses et y être vigilant. Alors, où j'en suis? J'en suis au stockage. Donc, vous avez produit, vous avez décidé de réutiliser, et ben, où c'est que je les mets? Donc, je vous invite à réfléchir intérieurement sur où sont vos données actuellement, sur un ordinateur, sur une clé USB, sur un Google Drive, par exemple. Et donc, savoir où sont-elles et savoir ben, les risques qu'il y a associés, sans aucun jugement aucun, les risques associés à chacune de ces pratiques. Donc, l'idée, c'est que savoir d'abord quels sont vos usages dirigés. Admettons, vous êtes dans une équipe de recherche, par exemple Vanessa qui travaille à l'échelle internationale avec les collègues brésiliens, c'est de savoir comment je partage. Est-ce que je mets sur un Google Drive? C'est le plus facile, c'est le plus ergonomique et Google est très sympa. Visuellement, c'est ce qu'il y a de plus fluide. Mais Google, quand on met les choses dessus, c'est pas gratuit en fait. Il y a un dicton qui dit si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, en fait, c'est vous le produit. Donc, vous donnez au GAFA vos données de recherche. Alors, peut-être pas tous les intéressent, mais en tout cas, s'ils peuvent voler quelque chose, l'exploiter, on leur donne totalement l'utilisation, enfin, le droit de le faire. Bon. Est-ce que je le mets sur Dropbox? C'est peut-être un peu plus contrôlé. En fait, non, ça reste un truc privé aussi. Est-ce que je les mets sur un Amazon Drive? Souvent, on a des outils institutionnels, mais qui ne sont pas très ergonomiques, qui ne sont pas très fluides, etc. Et du coup, ça ne nous donne pas envie de le faire. Désormais, par exemple, en France, on a ce qu'on appelle, j'en reparlerai tout à l'heure, la très grande infrastructure de la recherche Humanum, qui propose des services ShareDocs qui ressemblent à Google Drive, de plus en plus de services institutionnels qui ressemblent à des services privés dont on a l'habitude avec nos téléphones, etc., et qui nous permettent de faire de manière un peu plus. Donc, c'est de savoir aussi par la suite les caractéristiques de la donnée. Je vous donne l'exemple d'un collègue qui travaille avec le CHU de Saint-Étienne sur des données de santé. Et on a découvert il y a peu que ces données ben, se baladaient sur un disque dur non chiffré, non crypté, qu'il y a été donné comme ça. Et puis en fait, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses. Bon, des collègues travaillent sur des réfugiés ukrainiens, des personnes qui ont des craintes sur leur vie si ces interviews sont diffusées chez eux. Un public gitan, par exemple, des publics en minorité, un public d'étudiants détenus. Donc tous ces corpus-là, en fait, c'est de savoir si vous travaillez sur des choses sensibles, c'est où je les mets et comment je les sécurise et prendre la mesure que, OK, mon ordinateur avec moi, demain, voler, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous fais un peu peur. On trouvera des solutions après. Et donc, savoir quelle capacité vous avez besoin. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un disque dur de 100 gigas. Mais avec cet enregistrement intempestif et tout le traitement, etc., est-ce que demain, ça va pas être 200, ça va pas être 1 téra, etc. Donc, c'est d'avoir une prévision sur un peu un long terme. Et à quel tarif?
Donc là, c'est ce que je viens de vous brosser. Je vous laisserai bien évidemment ce PowerPoint, de savoir est-ce que je passe par un réseau sécurisé, est-ce que je passe par un disque dur. Si c'est un disque dur, déjà le plus simple, c'est qu'on peut lui mettre un mot de passe. Vous l'avez perdu, certes, mais c'est votre recherche, c'est votre travail. Mot de passe, ça prend quelques secondes à mettre et puis ça aide quand même un petit peu si on le perd. Savoir aussi qu'il y a des risques, mais ça, je le dirai un petit peu plus tard, les risques. Les risques de panne, les risques de vol, etc. Essayez d'envisager, ne pas être parano, mais avoir deux, trois solutions quand même pour ne pas se retrouver un doctorant qui est en fin de master la journée qui vont soutenir. L'ordi a craché, j'ai tout perdu. Bah, il va falloir peut-être l'envisager. Donc c'est vrai, c'est des moments de stress intense, vous avez bossé énormément, à la fin on ne sait plus ce qu'on fait et puis tout disparaît. Donc essayons d'éviter ce genre de choses. Donc pour ces sauvegardes, donc, je vous en ai parlé. Alors, je ne sais pas si dans la salle, mais je l'aborde quand même, si certains travaillent sur des données sensibles, par exemple. Chez nous, à l'université, c'est beaucoup les psychologues qui travaillent avec des services d'addictologie, des services de psychiatrie, etc. Et qui donc ont besoin de logiciels de chiffrement. Ça veut dire que ça me sort une clé qui crypte tout ce que j'ai sur un disque, même un disque interne à l'ordinateur, et que si je n'ai pas cette clé, je ne peux rien faire. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici pour PC et pour Mac. Des exemples de cloud chiffré, mais vraiment ces solutions ne sont préconisées que si vos données sont de type sensible. Sinon, ne vous embêtez pas avec ce genre de pratique. Voilà, pour les risques que je voulais aborder, c'est vraiment les risques de la perte, perdu mon ordinateur, etc. Les risques de détérioration. Euh, voilà, mon matériel a pris l'eau, il s'est cassé, etc. La lecture impossible, c'est l'exemple de mon merveilleux logiciel que je ne peux plus ouvrir, un format qui est obsolescent. La compréhension impossible, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de recevoir un document Word avec des caractères qui ne veulent rien dire. C'est un document qui est passé par plusieurs machines et qui en fait a été vérolé à un moment donné. On ne peut plus l'ouvrir et c'est bien dommage. Donc c'est chouette quand quelqu'un garde cette version initiale, mais sinon on se retrouve avec un document et on ne peut plus rien faire. L'accès non autorisé, ça c'est le hacking en fait. Si un serveur même de l'établissement a été hacké, mais on ne peut plus rien faire. C'est des collègues colombiens, ils ont eu leur équivalent de CPAM qui a été hacké et donc avec toutes les données qui ont disparu, des données de santé. Donc il y a aussi ce genre de choses qui peuvent s'établir à l'échelle vraiment de l'institution. Il a fallu 4 mois pour rétablir ce genre de choses. Et enfin, dans vos idées de stockage, à garder en tête quand on utilise une clé USB, par exemple, elle a une durée de vie de 3000 connexions. Alors on est d'accord qu'aucun de nous ne commence à faire alors une, deux, trois. Généralement, on l'utilise, on oublie, et puis d'un coup, paf, elle se casse, elle ne marche plus. C'est pareil pour un disque dur. Donc, toujours prévoir une deuxième, une troisième sauvegarde selon ce que vous souhaitez. J'ai un débit de parole assez vite parce que j'aimerais vous donner le maximum d'informations, mais on pourra discuter plus calmement par la suite. Donc, j'envisage toutes ces parties-là et là, je me dis, bon, il faut que j'organise mes données. Elles sont où qu'elles soient, un disque dur, un cloud, etc. Déjà que j'ai une vision du paysage de où sont-elles, à quel moment. Et l'idée, c'est pas facile, mais ça aide beaucoup, c'est d'adopter des règles. Vous définissez vos propres règles. Est-ce que je fais une sauvegarde tous les 3 mois? Est-ce que je l'automatise pour ne pas avoir à y penser? Il y a des techniques et des stratégies à élaborer. C'est bien de le faire sur un projet ou le faire sur toute une carrière de recherche, puisque en fait, en tant que chercheuse et chercheur, c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté tout le temps. L'idée, c'est d'expliciter ces règles de manière à ce que n'importe quelle personne de votre projet de recherche puisse travailler dessus, un doctorant, un collègue, etc. Et qu'on sache en fait comment appliquer ces règles. L'idée, souvent, en fait, on fait ça. Parfois, moi-même, sur mon ordinateur, ça ressemble à ça. Mais bon, la préconisation, c'est quand même de faire au mieux comme ça. Et ça, voilà, c'est un peu, quand on est en train de travailler, on fait ça. Puis quand on arrive à l'organisation, c'est un peu plus chouette. Les options que vous avez, c'est de faire un tri par type de matériel, par activité de recherche, par jeu de données, par étape de traitement, étape du projet, par la chronologie, les lieux de récolte, par exemple. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez et quelle que soit la stratégie, ça sera la bonne puisqu'elle s'adapte à votre projet. Il y a la partie qu'on appelle le nommage et le versionnage du projet.
souvent, on peut retrouver des titres très très longs d'un document et quand on cherche par le Finder directement, on ne trouve pas. L'idée, c'est d'avoir des noms brefs, d'avoir des choses attachées, d'avoir euh, que ces caractères qu'on peut utiliser, les lettres de A à Z en minuscule, en majuscule aussi, de 0 à 9 et le tiré du 6 et le tiré bas. Je vous donne des exemples, hein. Par exemple, voilà, j'ai un sujet 1 que j'ai enregistré en audio voilà, le 7 juillet 2012. Ce même sujet 1 a donné lieu à une transcription brute. Cette transcription a été relue, cette transcription a été anonymée et ainsi de suite. Donc ça reste assez cohérent et si je garde ça pour tous mes types de données et que j'ai un document qui l'explicite, ça sera très facile par la suite de revenir dessus. Donc là, c'est pareil, c'est toujours des choses sur le nommage et le versionnage. Et je vous ai mis également quelques outils pratiques quand on croule sous les données de enfin, sur l'ordinateur, c'est de pouvoir